Bienvenue sur Dear Talent. C'est le podcast qui voit le talent et le recrutement autrement. Que tu sois un recruteur, un candidat, un professionnel RH ou même un manager qui veut aller plus loin avec ses équipes, ce podcast va vite devenir ton meilleur allié. Alors abonne-toi. Je suis Rose Nicolet, coach et experte en recrutement. Je te promets qu'à chaque épisode, tu auras des astuces concrètes et des méthodes actionnables afin de moderniser tes pratiques et voir le talent et le recrutement autrement. À tout de suite et bon épisode. Bienvenue Vincent, merci beaucoup de revenir sur Dear Talent, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir. Pour ceux qui ne t'auraient pas peut-être écouté durant le dernier épisode où tu étais invité, peux-tu te présenter? Ben oui, merci et ça me fait plaisir de revenir une deuxième fois. Ben oui, c'est gentil, merci Aurore. Oui, Vincent, j'ai fondé Attribut, une firme de consultation en marque employeur. Je préfère dire collectif de talent que agence marque employeur, mais voilà. Et Attribut, ça s'appelle Attribut, pas de T à la fin, c'est parce que c'est pour faire le jeu de mots avec ta tribu, ta gang, ton attribut comme avec le T, donc ta différence. Et ben en fait, tout simplement, on essaye que chaque candidat, chaque employé trouve entreprise à son pied en développant des solutions de expérience candidat, expérience employé qui disent vrai, mais surtout, j'ai envie de dire, des solutions qui sont durables et pertinentes, donc qui répondent aux vrais besoins de notre gang, de notre tribu. Donc voilà. Très bien. Et écoute, aujourd'hui, nous allons parler de la fidélisation des talents. Alors, quand on parle de fidélisation, parce que nous, c'est un podcast qui est évidemment plutôt spécialisé dans le recrutement, mais le meilleur recrutement, c'est encore la fidélisation de nos employés. Absolument. Alors ça, je parle pas évidemment dans un contexte où on est une start-up, où on grossit en tout cas. Là, on parle évidemment des créations de postes. Là, je parle vraiment mais c'est quand même pas la majorité des cas. Dans la majorité des cas, on parle de remplacement, c'est-à-dire que les personnes qui s'en vont, de manière volontaire ou involontaire, et qu'on souhaite remplacer. Moi, je pense qu'on peut pas parler fidélisation des talents sans parler du coût que représente le taux de roulement. Okay. Et j'ai trouvé des petits chiffres très intéressant qui, je pense, va parler à beaucoup de monde. Remplacer un collaborateur nouvellement diplômé va coûter à une entreprise en moyenne 35% de son salaire annuel. Remplacer un collaborateur qui est plus expérimenté, cela va coûter en moyenne 150% de son salaire annuel. Et ceci multiplié donc par le nombre de départs que l'on a tout au long de l'année. Donc, je vous laisse faire le calcul. Il y a quand même des chances que ce soit quand même un montant assez important. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le coût que ça représente? Parce que oui, c'est évidemment pas de l'argent, c'est pas quelque chose de tangible qui est dépensé par l'entreprise. C'est en revanche, tu sais, souvent le temps, c'est un choix. Hein. Pendant que je fais quelque chose, je fais le choix de ne pas faire peut-être autre chose, où j'aurais peut-être pu avoir une meilleure plus-value pour l'entreprise. Et qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut le temps de formation pour cette personne-là. Ça inclut le transfert ou la perte de connaissance justement entre la personne qui est partie et la personne qui vient de se rendre, mais également la perte de productivité. J'imagine que si la personne était là depuis un petit moment, elle connaissait absolument tous les rouages de l'entreprise et toutes ces toutes petites choses qu'on pense pas forcément, mais qui sont très importantes pour être pour pouvoir travailler avec un certain rythme. Et ça va prendre évidemment un peu plus de temps à la nouvelle personne qui arrive de se mettre dans le bain et d'arriver au même niveau de productivité, en tout cas, ou d'engagement que la personne qui est partie. Bon, la table est mise, on sait combien ça nous coûte et de quoi on parle. Maintenant, pour toi, donc selon toi, Vincent, c'est quoi qu'est-ce qu'on entend par fidélisation? Je vais juste rajouter 30 secondes sur ce que tu viens de partager, puis je pense que c'est hyper important que les gens comprennent à quel point ça coûte cher. Parce que moi, j'ai d'autres calculs, d'autres outils qu'on utilise qui ont été développés par des chercheurs américains. Puis effectivement, c'est à peu près le même point de départ que toi, c'est 30 à 35% effectivement du salaire annuel. Mais ça va en fait, si on parle de remplacer un exécutif, parce que tu as toutes les catégories de postes en fait qui ont été mesurées, ça va jusqu'à 400% du salaire. Oui. Voilà. Et si on fait un calcul de manière conservatrice, donc si on prend nos gens d'entrée qui sont payés les salaires les plus bas, là, je sais pas, mettons, c'est quoi les 35 000, 40 000, mettons, vraiment le plus bas que peut-être on paye dans notre entreprise. Après 4 départs, je suis déjà à 100 000 $. Juste 4. Wow. Et évidemment, je nommerai personne, mais nous, on fait quasiment systématiquement ce calcul-là avec les entreprises qu'on accompagne. Et une entreprise de 250 personnes qui a un taux de roulement normal par rapport à son industrie ou par rapport au Québec qui a entre 10 et 15, 16%,
ça coûte en moyenne 1,5, entre 1,2 et 1,6 millions de dollars annuellement à l'entreprise. Et j'imagine que en tout cas, les plus petites entreprises ou celles qui démarrent n'ont pas nécessairement les moyens. Enfin, j'imagine que personne ne veut perdre évidemment un montant pareil. Quand tu parles de 4 personnes, est-ce que tu parles de 4 personnes, par exemple, qui tournent sur le même poste ou 4 personnes qui quittent l'entreprise, peu importe peu importe. poste? Okay. Mais donc, si par exemple, juste pour être très clair, si par exemple, la personne la moins bien payée dans l'entreprise, c'est la personne à la réception, qu'elle est payée 40 000, tu fais 35% de 40 000 et disons qu'on perdait 4 personnes à la réception pendant l'année. Faites 35% de 40 000 fois 4, t'es déjà à peu près 100 000. Donc, évidemment, on se doute bien que tu perdras pas 4 fois la personne à la réception. Tu vas peut-être perdre un professionnel senior, intermédiaire, un coordo, puis notre personne à la réception, mettons. Fait que tout ça mis ensemble, tu es déjà bien au-delà du 100 000 $. Et j'imagine que on peut ajouter, au-delà de ça, le coût que représente d'avoir un siège vide. Parce qu'il y a en vente perdue. Oui, tout à fait. C'est pas que tu sois en vente perdue parce que, et ça, j'aimerais quand même le préciser parce qu'on pense toujours effectivement aux équipes de vente qui étaient souvent qui vont amener finalement le business dans l'entreprise. Mais il faut pas oublier que c'est l'intégrité de l'entreprise qui font que même les équipes de vente, qui fait que ça fonctionne bien. Dans le sens où on a tous un impact, et peu importe le poste auquel on est, c'est vraiment dans le recrutement, je vais recruter les gens qui vont justement amener l'argent à l'entreprise, ou même qui vont simplement prendre soin du client, que ce soit à l'accueil. Ah oui, cette personne-là ne va pas forcément générer de commandes, mais elle va créer de la satisfaction en clientèle à titre d'exemple. Mais oui, effectivement, si on fait un petit peu du talent analytics, on le sait que pour chaque département ou chaque poste, il y a un coût au siège vide, finalement. Donc, j'imagine que c'est un coût qu'on rajoute en plus des chiffres qui ont été énoncés juste avant. C'est excessivement pertinent, puis tu as raison, d'habitude j'en parle, mais oui. Donc nous, si jamais tu veux référer les gens à ça, sur le site d'Attribut, on a un article sur calculer le retour sur investissement de la marque employeur, puis on donne des indicateurs comme celui-là, et on rentre dans effectivement combien de ventes aussi je perds pendant que la chaise est vide. Donc pour faire ça très simple, même si c'est pas un chiffre parfait, ce que les gens ont besoin de comprendre, c'est que même si le poste n'est pas directement aux ventes, donc même si c'est pas toi qui rentre concrètement directement l'argent, si tu existes, il y a une raison. Donc, moi, je prends pour acquis que mon chiffre d'affaires total, prenons le brut, je pense que c'est plus simple, tu le divises par ton headcount, tu divises ça par 52 semaines, et si, par exemple, ton délai d'embauche est de 4 semaines, puis que tu sais qu'en moyenne, chaque employé rapporte 10 000 $ par semaine, si j'ai un délai d'embauche de 4 semaines, pour un seul poste, c'est 40 000 $ de revenus en plus du coût de départ qu'il faudrait que j'ajoute, effectivement. Ça donc à gagner, effectivement. Très bien. Donc, ça va vite. Ça va très vite. C'est quoi pour revenir à ta question, oui. On est quand même là pour parler rétention. OK. Pour moi, je pense qu'il faut placer 2 choses. C'est quoi la différence entre le mot rétention et le mot fidélisation? Parce que c'est pas la même chose et c'est pas juste une affaire de sémantique. Fidéliser, c'est donner à l'entièreté de ma population talent ou de mes employés l'envie de rester, tout simplement. Retenir, c'est être stratégique dans la gestion talent. Ça veut dire que j'ai identifié les gens que je ne peux pas perdre, soit parce que c'est des hauts performants, soit parce que c'est des hauts potentiels, soit parce que c'est des compétences hyper difficiles ou rares à trouver dans le marché, et donc parce que c'est des gens que ça a pris énormément de temps à former. Donc, en gros, je suis stratégique et j'ai donc, parce que tu vas sûrement me demander comment on fait ou qu'est-ce qui fait qu'on réussit à bien fidéliser, là. Mais pour moi, une des premières clés, c'est de gagner en clarté sur ce que moi j'appelle la population talent. Et donc, pour ça, j'ai besoin de segmenter, qu'on soit d'accord avec le modèle de 9 talent boxes. Enfin, je sais plus dans quel ordre ça va, là, les mots, mais bref, les joueurs A, les joueurs B, les joueurs C, selon la performance et le potentiel. Il y a d'autres modèles qui existent, là. Mais grosso modo, j'ai combien de gens dans chacune, entre guillemets, de ces catégories-là pour savoir qui je dois fidéliser et sur qui je dois peut-être être plus proactif dans mes stratégies de talent de rétention. Et pour toi, justement, c'est quoi quelles sont finalement les meilleures pratiques? Alors, je sais qu'il en existe beaucoup, là, et que ça peut varier, j'imagine, d'une petite, moyenne et grande entreprise, mais
quelles sont, je dirais, les principales, en tout cas meilleures pratiques que tu conseillerais justement pour la fidélisation des talents? Ça va dépendre du contexte de l'entreprise, mais on va essayer de généraliser. Donc, ce que nous, on observe comme bonne pratique dans la littérature, dans les entreprises qui parlent de ce qu'elles font, de ce que nous, on voit chez nos clients. J'ai envie de te dire, première chose, et moi, c'est une question que souvent je vais poser aux équipes exécutives, c'est quoi la vision talent? Est-ce qu'on en a une? Ça veut dire quoi? Donc, dans mon podcast qui s'appelle Des humains et des marques, j'ai fait une conversation avec Mathieu Dumont sur comment développer une culture d'apprentissage. Puis, à l'époque où Mathieu était président de chez Didact, ce qu'il disait, c'est que moi, j'engage plutôt des juniors que j'ai envie de former et d'accompagner et de voir grandir. Puis j'ai dit, tu vois, moi, Mathieu, je suis pas d'accord avec ton approche ou j'ai une autre vision. Puis chez Attribut, ce que nous, on fait, c'est qu'on va tout de suite aller chercher des seniors. Donc, une vision talent, concrètement, ça veut dire quoi? Ben, est-ce qu'on veut plus aller chercher des seniors ou des juniors? Donc, est-ce qu'on veut plus prendre le temps de former les gens ou on va chercher plutôt du talent qu'on considère déjà formé? Donc, pour moi, vision talent, c'est ce que ça veut dire au-delà de, en fait, on devrait ajouter, et c'est quoi notre philosophie de gestion, patati patata, mais c'était juste pour illustrer finalement deux points de vue. Et il n'y a pas de bonne réponse. Ma réponse n'est pas forcément meilleure que celle de Mathieu. Il y a juste qu'est-ce qui fait du sens avec comment moi je vois mon entreprise et évidemment ma capacité de payer les gens et les produits et mon positionnement d'entreprise. Parce que si je décide d'être dans un positionnement plus premium, donc que je décide que mes produits ou mes services sont plus chers que la compétition, techniquement, c'est parce que j'ai, à mon avis, des talents plus seniors, plus expérimentés. Donc, pour moi, c'est définir une vision talent qui permet de faire quoi aussi pour les entreprises. Puis tu vas voir pourquoi je commence avec ça, mais c'est que ça permet, et c'est ce que nous, on essaie de faire en réhumanisant les organisations, c'est réconcilier les objectifs talent et argent. Parce que qu'est-ce qu'on observe dans les raisons de quitter, par exemple, ou d'insatisfaction quand on fait des sondages chez nos clients? La reconnaissance est inadéquate, pas suffisante, pas assez rapide. Et là, je parle pas de bonus ou d'argent qui doit absolument venir à chaque fois. Je parle juste de as-tu souligné le bon coup et la contribution de l'individu. Il y a le travail interéquipe. Donc, dès que je sors de mon équipe et que je dois collaborer, travailler avec un autre département, parfois c'est chaotique. Le salaire, évidemment, on s'en sort pas, mais dans les raisons de quitter, c'est rarement dans le top 3. Et ce qu'on entend beaucoup, et je pense que là, c'est la vraie réponse quand vient le temps de recruter. J'ai pas assez de défis, je cherche des nouveaux défis, je veux me développer. Ça fait partie des enjeux ou des raisons finalement qui font que les gens quittent. Donc moi, je pars de quelles sont les raisons données par les gens pour arriver à quelle solution trouver. Donc, si on sait qu'évidemment, on a un problème de reconnaissance et c'est pour ça que les gens quittent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être former mes gens. Donc, il y a des logiciels comme Applause ou il y a le parcours Orange chez Altrom qui existe. Donc, on a peut-être des solutions comme ça qu'on peut aller chercher pour un peu de gamification puis créer une culture de reconnaissance à l'interne. Si après ça, on a un problème si c'est trop de friction entre les équipes, par exemple, y a-tu moyen de dire on s'assoit ensemble, puis on va faire de la cartographie de processus, puis on va regarder où est-ce que ça bloque. Donc, ce qui est difficile, en fait, c'est quoi les meilleures pratiques de rétention. Moi, je crois fondamentalement qu'il faut absolument personnaliser les réponses. Et vu qu'il faut personnaliser les réponses, il faut que je sois hyper clair sur la source réelle des défis dans mon entreprise à moi aujourd'hui, maintenant. L'autre chose, si là on regarde l'ensemble du spectre des candidats, donc incluant ceux à qui on n'a pas parlé, moi je pense que ce qu'on doit faire, puis on se posait la question avant d'entrer en onde, est-ce que ça change petite, moyenne, grande entreprise? Puis tu as raison de le soulever, je pense que oui. Dans un monde théorique idéal, on décline au fur et à mesure. Donc, à chaque fois que je sais que le candidat ne fonctionne pas ou ne passera pas à l'étape d'après, automatiquement, j'informe la personne. Donc, si par exemple, je fais un entretien téléphonique après avoir reçu le CV et tout de suite après, il y a un test. Si au test, ce n'est pas concluant, je décline la personne au test. Ça sert à rien qu'elle parle au gestionnaire d'un coup que peut-être que je pourrais avoir d'autres candidats ou que ça marche pas avec mon numéro 1.
Et effectivement, la grande question, c'est pour le petit, moyen ou énorme volume de candidats à qui je n'ai pas parlé, qu'est-ce que je fais? Là, je sais que Mathieu, il s'implante plus ou moins. Je sais, faudrait revérifier, mais il y a Yago. Donc, YAGGO, c'est une plateforme qui aide les recruteurs à le faire. Bon, il est plutôt en France. Je sais qu'il voulait éventuellement venir au Québec. Je sais pas si c'est chose faite ou non. Je sais pas combien ça coûte non plus. Donc, est-ce que c'est plus pour les grands groupes ou les grandes entreprises? J'aurais tendance à dire que oui, mais pourquoi pas valider? Donc, il y a certains outils, par exemple, technologiques RH qui existent dans la gestion de la déclinaison aussi là, dans ce grand chapeau d'expérience candidat. Donc, il y a possibilité de s'outiller au plan technologique pour essayer d'automatiser aussi quand on a un grand volume. Voilà. Et effectivement, pour la PME qui a moins de moyens, je te reposerai la question, mais j'ai pas forcément de réponse pour tous les cas de figure là maintenant. Effectivement, c'est vrai que dépendamment du niveau du volume effectivement des candidats dans les entreprises, à un moment donné, c'est vrai qu'il est quand même conseillé de pouvoir automatiser. Pratiques les plus courantes, c'est généralement effectivement quand tu as eu quelqu'un jusqu'à l'entrevue téléphonique et que ça s'attend à l'entrevue téléphonique, c'est généralement un email qui va effectivement décliner ces personnes-là, parce que ça va faire un peu comme un entonnoir finalement. Tu sais, on a beaucoup de gens qui appliquent, on a beaucoup de gens au niveau de l'entrevue téléphonique, et puis après, ça se réduit de plus en plus pour arriver à la dernière étape. Mais je dirais vraiment qu'après, passer cette étape-là, il faut effectivement vraiment, je dirais, prendre le temps d'appeler effectivement la personne-là pour pouvoir lui expliquer. Je tiens quand même à dire qu'il faut faire attention. Je sais qu'on parle pas forcément toujours le même avis sur le sujet, mais quand on travaille pour une entreprise, il est important évidemment de faire attention de la manière dont on engage légalement l'entreprise dans le feedback qu'on donne aux candidats. Donc, je laisse chacun effectivement voir avec son équipe légale d'entreprise, mais c'est quelque chose qui est évidemment, il faut effectivement se poser la question, parce que certains s'en sont mordus les doigts. Donc, c'est vraiment important de se poser la question, de vraiment pleinement, je dirais, réfléchir à la stratégie sur le sujet. Est-ce que tu me permets juste un petit truc? Bien sûr. Merci. Il y a un point aussi que je voulais amener. Moi, j'en ai fait du recrutement. Bon, là, on est plutôt le cousin du recrutement maintenant avec Attribut et la marque employeur, mais quand je faisais du recrutement et que j'avais à décliner des gens, c'est humain, cette boule d'angoisse ou d'anxiété, puis on n'a tous pas envie d'appeler quelqu'un pour des mauvaises nouvelles. Mais je pense que faut le faire, ça fait partie de notre travail et c'est en le faisant qu'on va être de plus en plus confortable. Donc, je voulais juste comme ramener la petite touche d'humanité aussi. On est tous pareils, on a tous ces émotions-là, mais je pense que si on est professionnel, qu'on veut travailler notre marque personnelle et bien représenter aussi l'entreprise pour laquelle on travaille, on se doit de passer par-dessus cet inconfort-là. Non, absolument. Et je pense qu'il y a aussi un sujet qui est peut-être pas assez généralement traité par les entreprises, parce que c'est pas généralement la priorité, c'est quand on passe par le côté un petit peu automatisation, il est super important de bien réfléchir aux messages automatiques qu'on envoie. On peut envoyer un message automatique et humaniser le contenu quand même qu'on émet. Ouais, je suis d'accord. Puis surtout que si c'est automatisé, ça veut dire que c'est du copier-coller ou à peu près. Et si c'est du copier-coller ou à peu près, les quelque chose à changer, ça prend quoi? 2 minutes? 5 minutes max par personne? Voilà. Oui, il y a même des fois, je te dirais, alors il y a des fois on a besoin de le changer manuellement, donc c'est pas très automatisé, mais un petit peu. Et pour les ATS, je dirais les plus performants, dans le système, tu peux mettre les différentes tokens ou variables pour effectivement absolument tout automatisé en disant là on sait que tu as appliqué pour nom du poste, etc. Donc on peut encore plus pousser un peu plus loin, encore un peu plus, je dirais, l'automatisation et la personnalisation du message. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. En fait, je terminerai peut-être juste avec ça. Quand on est cohérent entre qui on prétend être, qui on dit être, on a juste à agir de cette manière-là. Puis normalement, on se trompera pas. Nous, entre guillemets, en voulant dire, on va être droit dans nos bottes. Après, ça fait des déçus, ça fait des gens pas contents. Je pense que ça, c'est normal, c'est humain. On a tous envie d'être choisis. Mais pour revenir à la question d'entrée de jeu, qui était pourquoi c'est important, notre réputation, pas se tirer dans le pied pour limiter nos bassins, éventuellement de recrutement futur. Même si je suis pas satisfait de la réponse que tu m'as donnée, si au moins je l'ai comprise, je risque probablement d'être moins amer
et donc de diminuer après aussi le risque réputationnel pour l'employeur. Et vu que tout est dans tout, ben, cette espèce de feedback va revenir. À défaut d'être positif, il sera neutre, mais il sera surtout pas négatif pour l'entreprise et ses recrutements futurs. Absolument. Et je tiens à ajouter que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, heureusement, que même des candidats qui ne sont pas retenus peuvent vous référer des personnes pour les postes que vous avez. Vous savez, on ne sait jamais, le monde est petit, on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux, pour nos connaissances employeurs de se dire, bah, tiens, même les personnes qui n'ont pas été retenues ont effectivement compris pourquoi elles n'ont pas été retenues. Et en plus, ça m'aurait référé quelqu'un pour un autre poste ou même peut-être pour ce poste-là qui était peut-être plus adéquat. Bon, parfait. Bah, écoute, Vincent, pour les auditeurs qui aimeraient et auditrices qui aimeraient pouvoir te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben, il y a plein d'endroits, mais le mieux, c'est LinkedIn, le plus simple. De toute façon, je présume que tu mettras mon nom de famille, mais sinon, c'est M-A-Z-R-O-U, le R après le Z, parce que ça, c'est l'histoire de ma vie. Et voilà, et après, les gens, s'ils ont envie d'en savoir plus, de continuer, on a une infolette qu'on envoie une fois ou 2 semaines, et il y a le podcast aussi des humains et des marques, donc voilà. Parfait. Bah, de toute manière, je mettrai tous les liens, même que ce soit attributs ou même de ton profil LinkedIn et du podcast dans la description de l'épisode. Pour terminer, écoutez, d'ailleurs, on va faire un post sur le sujet sur LinkedIn. Donc, on se retrouve sur LinkedIn pour en discuter en direct. Si vous souhaitez partager également vos impressions. Écoute, merci beaucoup, Vincent. Merci à toi. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify.